Et c'est une édition tout à fait spéciale que je vous invite pour ce numéro. Nous allons accueillir une personnalité de poids en Afrique, Monsieur Jean Ping, ancien grand patron de l'Union africaine. Il a été débarqué en 2012. Depuis, il a fait silence. Il est revenu avec un livre, Éclipse sur l'Afrique. Fallait-il tuer Kadhafi, aux éditions Michalon. Il vient encore aujourd'hui avec une interview exceptionnelle qu'il accorde à Vox Africa. Alors, ma première question, sans plus attendre, c'est de savoir, depuis son débarquement de l'Union africaine, comment il va. Bon, d'abord, bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vox Africa est très écouté en Afrique et en particulier au Gabon. Très suivi. Donc, je suis heureux de m'entretenir avec vous sur toutes les questions que vous voudrez bien me poser. La première question que vous venez de poser, je voudrais vous dire très clairement que je suis très heureux dans ce que je fais. Très heureux dans ce que vous faites. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un ancien ambassadeur, vous êtes ancien ministre gabonais des Affaires étrangères et puis président de la Commission de l'Union africaine. Vous publiez aux éditions Michalon, donc Éclipse sur l'Afrique. Fallait-il tuer Kadhafi? Déjà, pourquoi ces livres? Bien, je crois que il était extrêmement important de savoir ce qui s'est passé et de connaître la position de l'Afrique, pas la mienne personnelle, mais la position de l'Afrique sur cette question. Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours que nous n'avons pas communiqué suffisamment. Et c'est vrai, nous n'avons pas communiqué suffisamment, d'abord parce que nous manquions de ressources financières et humaines pour communiquer. Au passage, je dois vous dire qu'une institution comme l'Union africaine, comme la Commission de l'Union africaine, n'avait pas de porte-parole. Et à chaque fois que j'ai demandé aux ambassadeurs de nous donner un porte-parole, pour des raisons financières, ils refusaient. J'ai finalement dû demander à l'ONU de nous prêter un porte-parole. Et c'est ce porte-parole qui, sans moyens, a fait tout ce que vous savez. Donc nous n'avons pas communiqué assez pour cette raison-là, mais aussi je crois pour une espèce de omerta placée sur qui visait l'Afrique dans sa position. Elle n'était pas connue, pas bien connue, et je crois qu'il est bon à travers ce livre, de savoir ce qui s'est exactement passé, quelle était la position de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, et aussi les difficultés que nous avons rencontrées, parce que dans une affaire comme celle-là, avec 54 États membres, on ne pouvait pas espérer l'unanimité totale. Il y avait donc des divisions au sein des États membres, ce qui était normal. Voilà la raison de la publication de ce livre. Maintenant, certains chefs d'État qui se posaient des questions vont avoir les réponses dans ce livre. Certains chefs d'État africains qui se posaient des questions vont avoir la réponse dans ce livre. D'autres qui avaient pris des positions difficiles vont aussi constater quel était exactement le cheminement que nous avons eu, les difficultés que nous avons rencontrées et comment nous avons pu défendre la position de l'Union africaine. Alors, sans révéler les grands secrets du livre, parce que le but du jeu quand même, c'est que les gens puissent l'acheter, est-ce que vous pouvez nous dire 2 ou 3 raisons pour lesquelles nous autres, les néophytes, on a eu l'impression d'une absence totale de l'Union africaine face à ce problème Kadhafi? Mais l'Union africaine s'est réunie au plus haut niveau des chefs d'État pour décider de la position de l'Afrique. Il y a eu des divergences au cours de ces débats à huis clos, mais la décision finale était celle qui a été publiée et que je défendais. Il s'agissait d'abord de dire que nous ne voulons pas d'intervention. L'Afrique ne voulait pas d'intervention extérieure dans le conflit libyen. Nous avons proposé une solution, une feuille de route claire
en 5 points. Et pour simplifier, cette feuille de route ressemble presque en tout point à la feuille de route actuelle appliquée à la Syrie. Alors, vous comprenez bien que notre feuille de route a été complètement ignorée, complètement marginalisée, malgré tous les efforts que j'ai faits en visitant toutes les capitales, Washington, Londres, Bruxelles, Paris, Rome, etc., pour défendre la feuille de route de l'Union africaine. J'ai, à plusieurs reprises, rendu visite à l'OTAN, à son secrétaire général, à son assemblée des ambassadeurs, pour expliquer notre feuille de route. Elle n'a pas été acceptée. Je crois même qu'on ne nous a pas écoutés. Je pense même que la décision était déjà prise au sommet de Paris du 19 mars, qui a précédé les bombardements en Libye. Grâce à ce livre, tous les détails sont connus. Pourquoi, par exemple, n'a-t-on pas accepté la feuille de route de l'Union africaine? Et pourquoi, aujourd'hui, on applique pratiquement la même feuille de route en Syrie? Pourquoi a-t-on commencé à bombarder alors que Human Rights Watch parlait de 300 morts par les hordes de Kadhafi, alors que nous sommes à l'heure actuelle à 150 000 morts annoncés en Libye, en Syrie? Il y a des questions qui se posent. Je pense qu'ils ont dû se rendre compte qu'ils avaient tort et que nous avions raison. La preuve, la situation en Libye est là. Vous avez, elle est chaotique, complètement chaotique. Il n'y a plus d'État libyen à proprement parler. Le pays est pratiquement divisé en 3, avec la Cyrénaïque, Benghazi, la Tripolitaine, Tripoli, et le Fezzan, au sud de la Libye. Donc c'était une erreur, cette intervention. Mais bien entendu, je crois qu'ils le reconnaissent aujourd'hui. Ils le reconnaissent. Les dégâts collatéraux, c'est le Mali. C'est tout ce qui se passe à l'heure actuelle au Niger et ailleurs. Et tous ces dégâts collatéraux, un État libyen en déliquescence, chaotique, une situation au Mali qui aurait pu être extrêmement grave, et l'ambassadeur des États-Unis assassiné, l'ambassadeur de France, tentative d'attentat contre l'ambassadeur de France qui a échappé de justesse à la mort, tout ça pour ça. Donc vous avez fait tout ça pour ça. Les résultats sont là, ils sont clairs. Et nous avons prévenu tous nos interlocuteurs de ce qui allait arriver. Et ce qui allait arriver, ils constatent eux-mêmes que nous avions raison. Alors, c'est ce que vous évoquez dans votre livre Éclipse sur l'Afrique. Fallait-il tuer Kadhafi aux éditions Michalon? Nous allons y revenir. En attendant, en faisant un peu l'entonnoir sur vous-même, après votre mandat de 4 ans, qui en fait duré 5 ans à l'Union africaine, certains parlent de vous aujourd'hui pour remplacer le président Abdou Diouf au poste de l'OIF. Il faut que je vous dise qu'il y a plusieurs candidats. Plusieurs candidats. Mon nom est cité parmi d'autres. C'est la première chose. La deuxième chose est que pour être candidat agréé dans une sorte dans les démarches concernant les organisations internationales, il faut l'accord de votre pays. Bien. Non seulement je pense que mon pays ne donnera pas cet accord, mais je pense également, je ne me vois pas aller lui demander l'autorisation d'aller là. Je n'irai jamais demander cette autorisation. Donc, je crois que ma candidature est de facto éliminée. Vous ne demanderez pas par fierté ou par conviction? Non, je crois que la fierté est une chose. Dans ce genre de choses, ce n'est pas la fierté qui joue. C'est la conviction d'aller demander l'autorisation à quelqu'un qui
que je connais. Et je ne vais pas lui demander cette autorisation-là. Donc, ma candidature éventuelle est de facto éliminée. Alors l'Union africaine, nous allons y revenir plus tard. Petit historique sur votre personne. Vous avez 71 ans, je pense que ce n'est pas un secret que de le dire. Vous êtes proche de la famille présidentielle. Vous avez des enfants, vous êtes le père des enfants de la sœur de l'actuel président, fille du défunt président. Et par rapport à ce vécu, vous avez vous-même côtoyé une grande partie de votre vie, les hautes sphères de votre pays. Concrètement, est-ce que vous comptez prendre part à la politique nationale du Gabon maintenant que vous êtes dégagé de l'Union africaine? Bien, d'abord au départ, j'ai pensé qu'il était bon de prendre ma retraite politique. Ma retraite politique. Et c'est la raison pour laquelle je me suis recyclé, si je puis m'exprimer ainsi, ou converti aux affaires. J'avais pensé que toute ma vie, j'ai travaillé avec des chefs, avec des patrons, aussi bien dans ma carrière internationale à l'UNESCO que dans ma carrière nationale au Gabon, et que je voulais être mon propre chef, m'occuper de mes propres affaires, cesser d'avoir un patron. Malheureusement, l'homme propose et Dieu dispose. Et pour toute une série de raisons que nous allons peut-être être amenés à évoquer tout à l'heure, bien volontiers, j'ai décidé de rompre le silence. Vous disiez tout à l'heure que j'étais, je ne sais pas le terme que vous avez utilisé, vous avez pratiquement dit que j'étais de la famille présidentielle. Je crois qu'il faut nuancer ces propos, parce que c'est tout à fait exact que j'ai eu 2 enfants avec la fille du président, Bongo. Mais je crois que ça ne suffit pas pour accepter la situation qui prévaut actuellement au Gabon et les risques qu'encourt notre pays. J'ai donc décidé qu'en dépit de tout cela, il fallait rompre le silence et dire absolument clairement, comme je l'ai fait, que je n'ai plus à rien à voir avec les autorités en place. Mais il faut me croire, je n'ai plus rien à voir avec les autorités en place parce que je ne veux pas cautionner un tel régime, je ne veux pas cautionner une telle politique que je considère comme grave. Et j'ai indiqué que ma décision était irréversible. Je ne reviendrai plus jamais en arrière. Malgré tout ce qui est dit par-ci, par-là, les insultes, vos collègues des médias d'État publics, des médias publics chez nous, au Gabon, croient qu'il n'y a que l'insulte, la diffamation, la calomnie, la menace qui peut résoudre les problèmes de notre pays. C'est ce que nous reprochons à ce régime, d'être revenu complètement en arrière. Moi, j'ai travaillé avec le président Bongo, comme vous l'avez indiqué, Bongo Ndimba, Omar, pendant plusieurs années. J'ai servi loyalement le président et je ne regrette pas, mais pas du tout. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle avec le nouveau président est dramatique et totalement inacceptable. Je vous dis, totalement inacceptable. Je ne l'accepte donc pas et je ne l'accepterai jamais, en dépit de tout ce que vous aviez dit. Mais ceci dit, le fait que vous ayez déclaré cette séparation, votre volonté d'indépendance, est interprétée non pas que par mes collègues des médias gabonais, mais aussi bien par d'autres politiques sur place au Gabon, comme une forme de déclaration de votre candidature, en coming out, si vous me permettez l'expression. Bien, écoutez, d'abord je crois, honnêtement, et je l'ai dit,
qu'il est trop tôt pour parler de ce problème. Il est trop tôt pour en exprimer directement ou indirectement, enfin poser directement ou indirectement ma candidature. Parce que nous avons au Gabon une opposition formée de plusieurs leaders de l'opposition. Je crois qu'il est bon d'abord, avant de chercher à poser sa candidature, de s'entretenir avec tous ces leaders pour voir si nous pouvons décider d'une position commune. Ensuite, la vérité est laquelle? La vérité est que nous avons une contradiction principale. C'est de se débarrasser du régime actuel. Se débarrasser du régime actuel qui nous mène vers la catastrophe sur tous les plans et qui est caractérisé par un comportement antinational, antipatriotique. Donc c'est ça l'essentiel. Se débarrasser du régime en place. Comment? Par la nécessité de fédérer toutes les oppositions qui sont là et de faire prendre conscience à l'opposition que nous avons un objectif primordial, c'est celui-là. Le reste est relativement secondaire. Qu'est-ce que nous allons faire pendant les élections? Qui sera candidat? C'est un problème que nous devons examiner ensemble. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il est peut-être trop tôt de me prononcer clairement sur cette question. Ce qui est sûr, c'est que moi, à côté des autres leaders de l'opposition, nous serons en face d'Ali. Mais ceci dit, il reste que 2 ans. 2 ans en politique, c'est rien du tout. Et puis, quand on vous entend, surtout votre volonté de vous, je vous cite, débarrasser du pouvoir actuel, les gens qui sont contre l'actuel président voient en vous une forme de messie, d'autant plus que le principal leader de l'opposition, André Baobam, malheureusement est hors circuit pour l'instant pour raisons médicales. Donc, quelque part, c'est vous qui incarnez un peu le porte-drapeau de cette opposition. Bien, je voudrais quand même nuancer un tout petit peu. D'abord, je ne crois pas que André Baobam soit définitivement écarté. Je n'ai pas dit définitivement, j'ai dit pour l'instant. Oui, pour l'instant. Nous espérons donc tous qu'il reviendra en meilleure santé. C'est-à-dire en bonne santé au Gabon et que nous allons travailler ensemble, lui, moi et les autres, pour réaliser l'objectif commun que nous nous fixons. Maintenant, si ce que vous dites est exact, je ne le sais pas. C'est vous qui êtes mieux placé que moi, parce que vous connaissez sans doute mieux que moi les sentiments que les Gabonais expriment. Ça veut dire que vous n'êtes pas contre ce rôle qu'on vous attribue? Non, je ne suis pas contre. Je suis un homme, j'estime que si quelqu'un se dégage pour réaliser notre objectif commun, notre principal objectif, je me mets derrière cette personne. Et absolument. Si et si c'est moi, je ne me déroberai pas de mes responsabilités. Donc c'est clair, vous le dites, vous êtes prêt? Prêt. Si le consensus se fait à l'opposition. Sur le président Ali Bongo, quand il y a eu la transition, en fait, vous avez eu quelque part déjà une forme de divergence, si on peut dire ainsi. En tout cas, c'est ce que nous, observateurs extérieurs, nous avons eu comme sentiment, la rupture en 2009, parce qu'il a cru que vous allez vous présenter contre lui. Ça s'est encore vérifié lors de l'élection, la dernière élection à l'Union africaine, où vous avez eu quelques soucis à obtenir quelque part son soutien. Qu'en est-il exactement? Parce que tout et n'importe quoi est dit sur vos rapports. Oui, je crois d'abord que, pour être franc avec vous et avec l'opinion gabonaise et africaine en général, j'ai été fortement sollicité en 2009. Fortement sollicité. Vous le savez, à l'intérieur comme à l'extérieur. Par des chefs d'État africains, à l'intérieur, par beaucoup d'autres, y compris même André Baobam, qui m'a vu à ce sujet-là. J'ai été à ce moment-là extrêmement clair en disant
que je ne voulais pas jouer à ce moment-là le rôle qu'on voulait me confier ou m'attribuer. Je ne voulais pas. J'ai refusé pour plusieurs raisons. Et je peux vous dire que je vais même plus loin en vous disant que j'ai voté pour le président de la République actuelle. J'ai voté pour lui. C'est une erreur, mais j'ai voté pour lui. Et alors, nous pensions à l'époque, moi et beaucoup d'autres, qu'on pourrait essayer de voir s'il va réussir à accomplir sa mission. Eh bien, nous sommes profondément déçus, moi et d'autres. Et je crois qu'il est de ma responsabilité, ayant soutenu le président actuel, il est de ma responsabilité, vu l'échec patent qui est le sien, il est de ma responsabilité aussi, ayant contribué à le faire, si je puis m'exprimer ainsi, il est ma responsabilité aussi de le défaire. Dites-moi, quand on vous écoute, on a l'impression quand même que vous avez été touché personnellement. Est-ce que c'est depuis 2009 ou c'est né réellement en 2012 lorsque vous avez senti un manque de soutien de sa part sur votre candidature à la réélection de votre mandat, fin du mandat que vous occupiez à l'époque? Non, parce que, écoutez, je viens de vous dire que j'ai voté pour lui. Et en retour, il a fait courir le bruit et il a affirmé officiellement que j'étais candidat, que je suis allé à l'Élysée voir des personnalités à l'Élysée pour demander à être candidat. C'est un mensonge grossier de sa part ou des siens. Je n'ai jamais été à l'Élysée. D'ailleurs, Jeune Afrique l'a publié, que j'étais allé à l'Élysée pour solliciter l'appui à ma candidature. C'est absolument faux. Je défie quiconque de me donner la moindre petite preuve que j'ai été à l'Élysée, voir qui, pour solliciter, pour solliciter des soutiens à ma candidature. Jamais. C'est complètement faux. À partir de ce moment, je me suis dit, il y a un autre problème vis-à-vis de moi. Et je crois qu'il y a toujours une crainte de leur part que je les menaçais dans la succession au président. C'est faux. Complètement faux. Et c'est sans doute cela, c'est sans doute à partir de ça qu'ils ont commis la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est d'organiser ma défaite à l'Union africaine, en pensant sans doute que, battu à l'Union africaine, je serais rayé de la carte politique gabonaise. Ça vous montre la bêtise qui les caractérisait. Je pense que j'aurais été à leur place, sachant que, ou estimant que je suis un adversaire, ils auraient mieux fait de me laisser là-bas. Et ils ont au contraire organisé ma défaite. Ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, ceux qui étaient dans la salle, les chefs d'État, le jour de l'élection, tous ont vu qu'il n'a pas ouvert la bouche pour me défendre, alors que j'étais attaqué de toutes parts par les pays de l'Afrique australe. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a rien dit. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Mais je viens de vous dire, je pense que il a une conception qui continue jusque dans la francophonie. Il pense que, absolument à tort, je pense même que c'est stupide de penser que si je suis dans une organisation internationale, l'Union africaine, la francophonie, je menace sa popularité. Ma popularité va s'accroître et que la sienne est menacée. C'est une erreur grossière, vous pouvez en convenir. Mais ils sont comme ça, ils font tout le temps des erreurs. Parce qu'ils ne sont pas capables, ils ne sont pas compétents. Mais les gens extérieurs se demanderaient, est-ce que c'est réellement
une affaire politique, un différend politique entre vous, une crainte peut-être publique aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de menaces de faire de l'ombre, si je puis reprendre cette expression, ou c'est un problème personnel entre vous du fait aussi de vos liens familiaux? Car c'est Non, quand non, même non. votre ex-beau-frère. Non, 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 non. Je n'ai jamais été marié à sa sœur, d'abord. Quand on a deux enfants, Non, mais vous n'avez pas besoin de dire dans ce cas ex. Alors, de votre beau-frère, vous avez raison, je vous l'accorde, de votre beau-frère. Bon, alors, écoutez, tout ce qui s'est passé, que j'ai évoqué pour ne pas aller dans le fond du problème, est déjà passé. Et malgré ça, en rentrant au Gabon, j'ai décidé de ne plus faire de politique. J'ai décidé de me recycler dans les affaires. J'ai créé ce consulting qui s'appelle Ping and Ping. Avec vos fils. Oui, je l'ai créé pour sortir des affaires, en sachant déjà tout ce que vous êtes en train de dire. Donc ce n'est pas un différent personnel. Ce différent personnel était là quand j'ai décidé de ne plus me présenter, de quitter les affaires politiques. Mais pendant un an, je suis resté silencieux. J'ai observé, j'ai écouté. Et après un an, je me suis rendu compte que mon silence peut être interprété comme une complicité, comme un accord, pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer. Et alors j'ai pensé qu'il ne fallait rompre le silence. Il fallait dire ouvertement que je ne suis plus avec eux. Et les raisons sont multiples. Il faut tout un livre blanc pour dresser le procès des autorités actuelles. Un livre blanc. Et donc, si vous me demandez de vous en parler, je crois que ce serait tellement long qu'il en faudra plusieurs autres émissions. Voilà. Alors, j'ai accordé une interview à un journal local qui s'appelle La Une, qui est d'ailleurs le journal local du parti de Baobab. C'est sur 2 pages. Je m'explique un peu plus pour l'opinion nationale gabonaise. Oui, mais là, on est sur une chaîne panafricaine. Oui, non, non. C'est pour cela que je vous dis, ça a pris 2 pages. Et il serait difficile de vous dire en 2 mots les raisons profondes. Les raisons profondes sont claires. C'est l'échec patent du régime actuel. C'est le risque que l'on peut percevoir d'une guerre civile. À ce point. C'est ce que je sens. Le risque d'une guerre civile. Je crois qu'ils le savent. C'est un tableau sombre quand même. C'est pour ça que j'ai dit les risques. Et je ne souhaite pas pour mon pays que nous sombrions dans un tel chaos. On a la Centrafrique toute voisine. On sait ce qui s'est passé là-bas. Personne ne peut souhaiter à son pays d'arriver à un tel degré de déliquescence. Mais il le sait et il s'y prépare. Il s'y prépare. Donc je crois qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Sur le plan politique, c'est dramatique. Vous voyez, on a le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un qui n'aime pas son pays, qui humilie son peuple et qui tente de renier l'œuvre de son père, en cassant tout, en cassant physiquement les bâtiments, tout ce que son père a fait, et en le disant à la télévision. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Est-ce que quelque part il tente de laisser son empreinte, autrement dit, tuer le père pour pouvoir exister, ou c'est tout simplement de l'incompétence selon vous? Je pense que c'est les deux. Mais
je peux me tromper, la question devrait lui être posée. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan économique, nous assistons à une série de réalisations qui constituent et qui constitueront des éléphants blancs. Comment voulez-vous que, pendant que le peuple gabonais souffre, pendant que le peuple gabonais demande des logements, qu'il promet lui-même 5000 logements qui n'ont jamais vu le jour, il va construire une marina. Une marina. Qui est-ce qui va habiter dans cette marina? À coups de milliards, une marina. Mais Nous avons des grandes ambitions. ah oui, construire des marinas pendant que le peuple souffre, pendant que les problèmes d'éducation ne sont pas réglés, pendant que les problèmes de santé ne sont pas réglés. On construit des marinas, on casse tout, même des hôpitaux, on construit des terrains de golf, on prépare des courses de bateaux, on amène des danseurs brésiliennes. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas un peu de folie dans ce genre d'affaires? Ben, vous écoutez, on a quand même l'impression que le peuple gabonais a perdu quelque chose avec votre non-candidature à la dernière élection. Et donc, quelque part, il y a une forte attente, d'autant plus qu'on aimerait voir le combat des cadors, le combat des géants entre l'actuel président et vous, par exemple, au second tour. Bon, d'abord, il n'y a pas de second tour au Gabon. Dans la constitution actuelle. Moi, je parle de second tour parce que vous avez évité le premier tour avec la précédente élection. Non, mais je crois, d'abord... Le second round, si vous voulez. Bon, d'abord, je dois vous dire que, et je l'ai déjà dit, je ne me déroberai pas cette fois-ci à mes responsabilités si je constate que le consensus se fait autour de mon nom. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout de mes responsabilités. Je pense que ça ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Non, 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 non. Alors, je vous ai dit que j'essaye de consulter l'opposition et même de créer un front avec l'opposition, avec les leaders de l'opposition, un front. Je consulte tout le monde pour voir si nous pouvons nous entendre sur une vision du Gabon, de l'avenir, une vision du Gabon, un programme commun, une stratégie et toute une plateforme que nous pourrions soumettre aussi bien à l'opinion nationale gabonaise qu'à nos partenaires extérieurs pour leur dire que nous allons nous engager à faire du Gabon une démocratie véritable. Voilà. Alors tout ceci m'amène à vous dire de manière claire que je suis dans cette phase de consultation. J'ai déjà entrepris de nombreux contacts avec presque tout le monde. Mais quand même, il y a lieu de consulter encore d'autres partenaires au Gabon, mais aussi nos partenaires étrangers. L'Union européenne, la France, les États-Unis et d'autres encore. Pour les non-africains qui nous regardent, qu'est-ce que c'est concrètement l'Union africaine? Est-ce que vous pouvez nous faire la genèse, nous dire quand est-ce que ça a été créé, pour quel objectif, l'évolution de l'OUA vers l'UA actuelle et pendant que vous y êtes, quelques grandes dates? C'est une longue affaire, une longue histoire qui date de 1963, comme vous le savez. Lorsque, à la suite d'un long processus engagé principalement par le président Nkrumah et d'autres, Kwame Nkrumah et d'autres, y compris la diaspora africaine aux Amériques et en Europe, les chefs d'État africains de l'époque, en 1963, se sont réunis pour créer une organisation continentale. À l'époque, les divergences apparaissaient. Les mêmes d'ailleurs que celles qui sont nées de
du processus actuel de création de l'Union africaine. À l'époque, on avait préféré, face aux options qui étaient présentées, Kwame Nkrumah voulant créer les États-Unis d'Afrique, avec une seule monnaie, avec une seule nationalité, avec tout ce que vous savez. Bien. Et ceux qui voulaient créer une organisation intergouvernementale. Bien. C'est cette dernière option qui a été retenue. Créer une organisation interétatique, finalement basée sur la prééminence des États, des chefs d'État. L'organe suprême qui décide de tout, c'est le sommet, la conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est l'organe suprême. La commission ou le secrétariat de l'OUA à l'époque et la commission aujourd'hui étant un organe exécutif qui applique les décisions des chefs d'État. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'il n'y a pas de véritable supranationalité à ce jour, qu'il s'agisse de l'OUA ou qu'il s'agisse de l'Union africaine. Il n'y a pas de supranationalité. Sauf dans un seul domaine, celui des coups d'État. Et on peut comprendre pourquoi. On a donné à la Commission de l'Union africaine le droit automatique de prendre des décisions. Quand il y a un coup d'État, le président de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine que j'étais, mes prédécesseurs, tout comme mes successeurs, condamnent immédiatement le coup d'État, sans attendre d'autorisation de personne. Puis, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'équivalent du Conseil de sécurité de l'ONU, comparaison n'est pas raison, emboîte le pas en condamnant à son tour et en donnant au président de la commission le droit de ramener le pays en question vers l'ordre constitutionnel. Si dans les 6 mois, on constate qu'il n'y a pas de bonne volonté pour aller dans ce sens, on décrète des sanctions. En général, des sanctions ciblées sur les auteurs de coups d'État. Gel de leur avoir, interdiction de voyager, passeport, etc. Tout ce que vous savez, les mêmes sanctions qui sont prises au niveau international. Et nous demandons à la communauté internationale d'appuyer ces sanctions. Et vous pouvez comprendre aisément pourquoi. Un auteur de coup d'État n'a pas de compte en banque en Afrique. Il les a en Europe. Donc geler leur avoir en Afrique n'a pas beaucoup de sens si la communauté internationale n'appuie pas ces sanctions. Les voyages qu'ils s'offrent, c'est généralement en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Donc, si l'interdiction de voyager n'est pas entérinée par la Commission internationale, par la communauté internationale, il n'y a pas beaucoup de résultats tangibles. En revanche, si la communauté internationale appuie les sanctions qui sont décrétées par la Commission de l'Union africaine, il n'y a pas beaucoup de chances que les auteurs de coups d'État réussissent. On peut aller plus loin encore dans ce sens. Donc, la Commission de l'Union africaine a là, uniquement là, un pouvoir supranational. Ailleurs, il faut constamment se référer aux chefs d'État, soit réunis en sommet, soit aux organes qui, pendant les sommets, sont chargés de gérer avec la Commission les affaires africaines. Nous avons donc des ambassadeurs qui travaillent au quotidien avec la Commission. Nous avons les ministres qui se réunissent entre-temps pour plusieurs sommets ad hoc ou ordinaires avant d'arriver au sommet des chefs d'État. Donc, en résumé, l'UA a fait beaucoup de progrès, beaucoup de progrès par rapport à l'OUA. Mais les grands problèmes demeurent. Il y a surtout 2 grandes tendances. Ceux qui considèrent que
le sommet, ceux qui considèrent que l'Union africaine, comme Nkrumah, comme Kadhafi, doit venir d'en haut, on prend une décision, qu'on crée le panafricanisme, et ceux qui nous disent on ne construit pas une maison par le toit, c'est par la base. Et donc il faut des organisations sous-régionales. 5, maintenant un peu plus, mais 5 au départ, concernant les 5 sous-régions de l'Union africaine. Donc l'Afrique du Nord, le Maghreb uni, l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO ou ECOWAS en anglais, l'Afrique centrale avec la CEAC ou ECAS en anglais, et puis la SADC pour l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Maintenant, à l'intérieur de ces 5 sous-régions, on constate d'autres sous-régions. Vous avez la CEMAC à côté de la CEAC pour l'Afrique centrale. Vous avez l'IGAD à l'est. Vous avez en Afrique de l'Ouest la BEAC, l'organisation francophone de l'Afrique de l'Ouest, etc., etc. Plusieurs sous-organisations régionales, et même avec beaucoup de chevauchements, comme l'organisation, la SENSAD, qui a été créée par Kadhafi. Ça fait beaucoup de... Ça pourrait même faire un peu désordre. Mais ces organisations sous-régionales avancent très vite. C'était au départ des organisations sous-régionales à caractère économique, sous l'OUA. C'est devenu des organisations qui traitent de tout. Ben justement, dans ce traitement de tout, il n'y a pas un doublon entre l'institution mère qui est l'Union africaine et toutes ces sous-organisations, si je peux dire ainsi, sans toutefois dénier leur influence et leur responsabilité. Tout le problème est là. Parce que doublon, oui, de facto, il y a doublon. Contradiction, pas nécessairement. Malheureusement, il y en a. Mais ce n'était pas fait pour contredire l'organisation suprême. Il y a le principe de subsidiarité qui fonctionne et permet d'aller crescendo. Des décisions qui peuvent être réglées, des problèmes économiques ou autres qui peuvent être réglés au niveau sous-régional, comme vous le savez très bien, la question centrafricaine. Au départ, elle était réglée par la CEMAC, puis par la CEAC, et parce qu'on n'y arrive pas vraiment, l'Union africaine est intervenue. Vous voyez, si la question centrafricaine, qui date déjà de plusieurs décennies, avait pu être réglée correctement au sein de la CEMAC, il n'y a pas de problème. On est monté à la CEAC parce qu'on a estimé qu'il faut aller plus haut. Je vais vous dire, l'Angola étant une force militaire importante, appartenant à la CEAC mais pas à la CEMAC, on a pensé que la présence de l'Angola était nécessaire sur le plan militaire et financier. Donc vous voyez, on est monté de la CEAC à la CEMAC. Aujourd'hui, vous voyez qu'en Centrafrique, l'Union africaine intervient. Donc, ce n'est pas nécessairement contradictoire, c'est même complémentaire si on adopte le principe de la subsidiarité, mais ce n'est pas toujours le cas. Il arrive, on est arrivé à des situations où l'Union africaine était en divergence, parfois profonde, avec leurs organisations sous-régionales. Ce fut en particulier de manière voilée la situation à Madagascar.
Vous parlez des chefs d'État tout à l'heure. Quelle est réellement leur influence face aux conflits qui minent l'Afrique? Et ça m'entraîne à une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union africaine n'est pas obsolète, caduque? Je pense que c'est exactement le contraire. Exactement le contraire. L'Union africaine devrait être renforcée. Oui, mais vous dites devrait. Oui, mais nous allons forcément y arriver. À mon humble avis, je suis peut-être optimiste, mais nous allons nécessairement y arriver. Comment voulez-vous que les problèmes du continent soient réglés par d'autres instances en ignorant, comme ce fut le cas en Libye, l'Union africaine? Vous voyez que c'était un échec patent pour l'ONU et pour l'Europe, l'OTAN, d'avoir ignoré l'Union africaine, d'avoir complètement ignoré et même méprisé l'Union africaine. Ils se sont totalement fourvoyés et ils ont entraîné le chaos, non seulement en Libye, mais aussi dans le Sahara, le plus grand désert du monde, qui comprend une dizaine de pays et qui va de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Toute cette zone est actuellement sous le contrôle de Al-Qaïda ou des Chebab, de Hakmi ou des Chebab, avec la déstabilisation du Mali et les dommages collatéraux qui ont suivi l'intervention en Libye. Si les partenaires internationaux avaient décidé de travailler avec l'Union africaine, j'ai l'intime conviction qu'on ne serait pas arrivé là. D'ailleurs, le traitement du problème du Mali a été un effort conjoint, presque permanent, entre la France, l'ONU et l'Union africaine, la CEDEAO aussi. Les efforts ont été conjugués par tous ces acteurs sous-régionaux, régionaux, internationaux, pour résoudre le problème malien qui n'est qu'une conséquence, un dommage collatéral de l'intervention en Libye. Donc l'Union africaine, à mon avis, est incontournable si nous voulons résoudre correctement les problèmes africains. Et le problème, c'est de renforcer les capacités de l'Union africaine à régler tous ces conflits. L'Union africaine manque de moyens. Même dans le cas de la Somalie, où nous avons démontré que l'Afrique, après 20 ans d'absence de la communauté internationale, qui après 1993, avec l'opération Restore Hope, l'opération américaine Restore Hope, la Somalie était abandonnée sans État pendant 20 ans. Aujourd'hui, c'est l'Union africaine et l'Union africaine seule qui a pu restaurer un État en Somalie et battre les Chebab. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est l'Union africaine qui a réalisé cette prouesse seule. Maintenant, je dois vous dire que l'Union africaine, sans l'appui de l'Union européenne qui finance toutes ces opérations, sans l'appui de l'Union européenne qui finançait toutes nos opérations, nous n'étions pas capables de réaliser cet objectif. L'ONU s'est ajoutée, appui financier indispensable pour projeter une opération extérieure sur le terrain. On n'a aucun moyen. Les États africains ne donnent aucun moyen à la Commission de l'Union africaine. Et donc, nous nous adressons à nos partenaires extérieurs et surtout à l'Union européenne qui nous aide presque systématiquement dans ce genre de choses. En Somalie, au Darfour, vous voyez bien que l'Union africaine qui manque cruellement de moyens, qui manque cruellement de ressources financières surtout, mais aussi humaines, de fonctionnaires, son rôle doit être renforcé. C'est pas un rôle. Donc l'Union africaine n'est pas obsolète, c'est tout à fait l'inverse. Maintenant, la décision politique de renforcer l'Union africaine dépend de nos États membres. Ont-ils la volonté politique?
je me pose des questions. Ont-ils les moyens financiers? Je me pose aussi des questions. J'ai quand même une toute dernière question. Quand on vous lit, quand on suit, ou moi quand je feuilletais un peu à gauche à droite ce que vous dites, on a l'impression que vous êtes parfois un tout petit peu critique vis-à-vis aussi bien de l'institution de l'Union africaine que surtout des présidents africains. Oui, c'est exact et ma dernière réponse tout à l'heure l'illustre. Est-ce que nos chefs d'État ont la volonté politique de donner à leur organisation les pouvoirs et les moyens? Les pouvoirs, je ne crois pas, parce que nous avons toujours l'organe suprême constitué des chefs d'État et de gouvernement qui décident de tout. La Commission n'a reçu un pouvoir supranational, je l'ai indiqué tout à l'heure, que dans les cas de coup d'État. Sans doute parce que personne ne veut être renversé par un coup d'État, même si vous êtes arrivé vous-même au pouvoir par un coup d'État. Donc, c'est clair. Il faudrait pouvoir étendre les pouvoirs supranationaux de la Commission. Et là, je crois que le débat est en cours. Le problème de la souveraineté est un problème très important pour les États africains, mais aussi pour le continent africain. La souveraineté, aujourd'hui, pour les tout petits États, est considérée comme le dernier rempart contre la mondialisation, mais peut-être même la néocolonisation du continent. La souveraineté constitue ce rempart. En gros, en vous disant, vous ne pouvez pas venir chez moi sans frapper avant. Vous ne pouvez pas entrer chez moi sans frapper, sous prétexte qu'on vous a donné une autorisation internationale, responsabilité de protéger ou autre, et que sous un prétexte ou sous un autre, vous entrez chez moi sans frapper. Mais la souveraineté constitue également un handicap important. C'est-à-dire, pouvez-vous massacrer votre peuple à huis clos, sous prétexte que vous êtes un pays souverain? Pouvez-vous organiser un génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, sous prétexte que vous êtes un État souverain? Vous voyez donc que ce principe de souveraineté joue en faveur, mais aussi contre le continent. Voilà, sur ces mots que nous allons quitter M. Jean Ping et rendre l'antenne à Londres. N'oubliez pas, à la fin du générique, vous avez possibilité de réagir sur le mail réaction@voxafrica.com. Quant à moi, je vous retrouve pour des nouvelles aventures, toujours sur votre chaîne préférée, Vox Africa. À bientôt.